Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h45, nous sommes avec Jacques Attali ce matin, président de Attali Associés. Bonjour. Bonjour. Ancien Sherpa, évidemment, de François Mitterrand, le président fondateur de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement de l'Europe. On va en parler de tout ça avec vous, Jacques Attali. On parlera aussi de vos propositions pour l'élection présidentielle. On commence évidemment par l'Ukraine, parce que vous connaissez ce sujet mieux que quiconque, sans doute. Vous avez... aux côtés de François Mitterrand, assisté à l'effondrement du bloc soviétique. Vous avez tenté de raccrocher la Russie à l'Europe. Quel est votre diagnostic sur la situation aujourd'hui ? On ne va pas s'éterniser sur le passé, mais c'est vrai qu'en 91, 92, 93, tout était encore possible. On aurait pu raccrocher la Russie à l'Union européenne. C'était mon idée et celle de François Mitterrand. Quand nous avons lancé le projet de la BERD et le projet de la communauté européenne, c'est-à-dire de créer un ensemble dans lequel la Russie, comme l'ensemble des pays de l'Est, aurait une place pleine et entière. Les Américains n'en voulaient pas. Et ont tout fait pour faire capoter ce projet, en poussant tous les pays de l'Est à rentrer dans l'OTAN pour se protéger de la Russie. On considérait encore que l'Union soviétique était un adversaire. Alors, c'est la poule et l'œuf qui a été le premier à partir dans la mauvaise direction. Les deux, sans doute. Mais il y a eu certainement une fenêtre de tir dans laquelle c'était possible. Oui. Donc du coup, aujourd'hui, alors on ne va pas justifier évidemment l'attitude de Poutine, mais on peut comprendre effectivement pourquoi il s'est à un moment donné senti acculé. Simplement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment on peut arrêter cette folie ? Est-ce que ce que fait Emmanuel Macron avec 14 coups de fil avec le dirigeant russe, c'est la bonne méthode ? On a tous peur de ce dérapage. Il y a eu le risque nucléaire la semaine dernière. Aujourd'hui, Vladimir Poutine dit que les sanctions économiques sont des actes de guerre. Encore plus si on prête des avions polonais aux Ukrainiens ou si on accepte que les avions ukrainiens se posent sur des bases roumaines, par exemple. Que faut-il faire, Jacques Attali ? La situation n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale depuis 1962. Même si en 83-84, on a eu une situation avec les Pershing du même genre, au moment où Tchernenko était au pouvoir et où la situation était extrêmement grave. Mais là, on n'a jamais été aussi proche d'une troisième guerre mondiale. Donc il faut tout faire pour l'éviter, mais pas tout faire au point de se coucher, puisque ce serait ça qui serait encore le pire. Ouais. Donc il faut clairement reconnaître que l'Ukraine ne fait pas partie de la zone protégée par l'OTAN, mais qu'aucun autre pays de l'OTAN ne peut être attaqué sans qu'on réponde. Et donc, il faut se préparer à cette hypothèse. Il faut se préparer à cette hypothèse ? Il faut se préparer à cette hypothèse. Quelles peuvent être les conséquences à la déclaration d'Ursula von der Leyen la semaine dernière qui invite l'Ukraine à faire partie de l'Union ? Madame von der Leyen n'a pas de compétences en la matière. Donc, sa déclaration était un peu en l'air. Donc, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut à tout prix créer les conditions d'une crédibilité de notre réponse en cas d'attaque sur un pays membre de l'OTAN. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on l'a tous vécu avec cette épée de Damoclès des armes nucléaires, mais on avait cru que la dissuasion était la plus forte et que personne n'oserait le faire. Einstein disait que la Troisième Guerre mondiale serait nucléaire et la quatrième se fera avec des silex et des bâtons. Oui, ça reste vrai, nous sommes menacés par une double apocalypse. J'ai dit ça dans un éditorial il y a une dizaine de jours. Une apocalypse nucléaire militaire et un apocalypse climatique. Curieusement, d'ailleurs, le nucléaire civil est une partie de la réponse à l'apocalypse militaire. Donc, le désarmement nucléaire devra être repris comme la clé de tout. C'est la clé de tout. Mais à l'heure où nous parlons, il faut espérer simplement que nous sommes partout gouvernés par des gens qui auront conscience du risque de destruction de l'humanité. Et en attendant, être très ferme, extrêmement ferme sur le fait qu'on ne laissera pas toucher à une once de territoire de l'Union européenne. Dans vos propositions, vos 15 propositions que vous avez préparées avec le club des juristes sur l'élection présidentielle, il y a notamment cette notion effectivement de transition écologique et climatique qui doit être au cœur des politiques qui vont être menées dans les prochaines années. De quelle manière on peut encore plus contraindre cette révolution, cette transition ? Il faut que ça soit vraiment au cœur de tout. C'est-à-dire qu'il faut que, en gros, c'est ce que nous proposons dans ce groupe de travail, où on essaye de faire parmi les rares qui encore s'occupent d'une campagne présidentielle qui ne soit pas réduite à des querelles de personnes ou à un débat sur la guerre. Il faut que toute menace législative nouvelle
sur le climat sont considérés comme anticonstitutionnels. Et que donc toute décision, proposition législative doit être soumise à l'aune de ses conséquences à long terme. Pour voir si ces conséquences sont mauvaises sur le climat, on devrait les considérer comme anticonstitutionnelles. C'est pas le principe de précaution à l'extrême, ça? Le principe de précaution, c'est pas ça. Le principe de précaution, c'est ne pas tenter une expérience qui pourrait être nuisible. Ça, c'est le principe de précaution, parfois a été utilisé d'une façon excessive. Là, c'est les conséquences irréversibles. C'est justement le principe de précaution limité aux conséquences irréversibles. Alors que trop souvent, on l'a utilisé pour interdire des innovations aux conséquences locales. Un mot encore, vous parlez des règles de concurrence en Europe, etc. Est-ce que la prise de conscience de la nécessaire souveraineté et de la sécurité d'approvisionnement ne change pas un peu les règles, selon vous? C'est un des grands sujets dont nous parlons d'ailleurs dans ce rapport. Ouais. L'importance de la souveraineté européenne, l'importance juridique, en particulier à l'égard de l'extraterritorialité et de tout ce qu'il faut construire. Oui, l'Europe prend conscience dans cette crise de quelque chose que je répète, moi, depuis longues années. Nous sommes seuls, même si les États-Unis sont là encore dans des circonstances extrêmement graves, nous sommes seuls et nous devons nous préparer tant juridiquement qu'économiquement que militairement à notre défense. La grande décision allemande d'augmentation de ses dépenses militaires est essentielle, mais elle n'aura un véritable sens que si elle est accompagnée de la naissance d'un Airbus de la défense et si les Allemands ne vont pas acheter des armes aux États-Unis.